Les journées de la recherche et de l'innovation continuent les pistes pour contrer les changements climatiques et dynamiser les industries, bien que nombreuses peinent à être dégagées à cause des défis que rencontrent les chercheurs. Nous parlerons ce soir de violence conjugale. À chaque fois, on rencontre des cas sur les réseaux sociaux, des coups et blessures qui, dans la plupart des cas, vont jusqu'à la mort de conjointe. Jusqu'à quand la femme doit-elle rester endurante? La réponse en fin d'édition. Voilà pour les titres. Ravi de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM2. Les journées de la recherche et de l'innovation se poursuivent. Les chercheurs proposent des pistes de solutions susceptibles d'atténuer les effets des changements climatiques ou encore de nouvelles méthodes pour développer les industries. Dans leur majorité, ces idées peinent à produire les effets escomptés en raison des difficultés auxquelles les chercheurs font face. Lala Diara Touré pour ORTM2. Monsieur Diallo est un chercheur malien. Depuis un certain temps, il est parvenu à mettre en place un système de recyclage des résidus agricoles. À partir de tiges de coton ou de la glumelle du riz, il fabrique des combustibles. Une solution efficiente qui pourrait réduire considérablement l'abattage des arbres utilisés comme bois de chauffe. Juste, ça pourra remplacer carrément le bois de chauffe et le charbon de bois pour sauver nos forêts. Parce qu'aujourd'hui, le taux de déforestation au Mali est très élevé. On est à peu près à 500 000 hectares de déforestation par an. Pour freiner aussi les feux de brousse aussi, qui fait aujourd'hui à peu près 6 millions d'hectares par an. C'est dire que ces chercheurs maliens ne manquent pas d'inspiration. Toutefois, nombre de projets y afférents meurent au stade embryonnaire dans les laboratoires. Inventer, c'est autre chose, mais exploiter aussi, c'est une autre phase. Donc le seul problème, c'est que nous remarquons que nos inventeurs eux-mêmes vont être l'exploitant, il va être opérateur économique. Alors dans la recherche, il y a ce facteur-là, le reste à résoudre. Et ces derniers temps, nous sommes en train de réfléchir comment organiser une table ronde pour mettre le secteur de la recherche et les opérateurs économiques ensemble pour trouver comment exploiter ces inventions qui donnent dans les tiroirs. Pour pallier tant soit peu les difficultés, l'État joue sa partition. Nonobstant, les chercheurs restent tout de même confrontés à certaines difficultés, notamment le manque des niveaux et des ressources financières. Un état des faits qui pénalise lors des compétitions internationales. On a la tendance qui est en train de s'inverser. Si dans le temps, on disait que le financement extérieur représentait à peu près 60%, mais au jour d'aujourd'hui, le financement extérieur est à peu près à 40%. Donc l'État fournit beaucoup d'efforts. Mais le problème qui se pose en réalité sur le financement, c'est la réalisation des activités sur le terrain. L'État supporte les salaires, l'État donne un fonctionnement pour les différentes structures, mais les activités que les chercheurs veulent conduire sur le terrain sont très souvent financées par les partenaires techniques. Une autre difficulté qu'on a au niveau de la recherche, c'est la sécurisation des terres. Autre difficulté, c'est le problème de formation. On n'a pas une masse critique de chercheurs. Quand vous prenez des domaines, c'est un spécialiste, c'est deux spécialistes. Il faut rappeler que la présente édition des Journées de la recherche et de l'innovation est la 10e du genre depuis 2017. Ce qui dénote l'importance que les autorités de la transition accordent au domaine de la recherche au Mali. Le commerce en ligne, également appelé e-commerce, désigne l'achat et la vente de biens ou de services sur Internet. De nos jours, de nombreuses personnes s'y intéressent en y faisant des business. Alors la question est de savoir s'il y a lieu de taxer ce système commerce en ligne. Et le mot de réponse, c'est dans ce reportage signé Bakari Kabadjakiti. Le commerce classique a beaucoup évolué dans le monde. Il permet de nourrir de nombreuses familles exerçant cette activité. Au fil du temps, un autre commerce voit le jour afin de faciliter la tâche aux clients. Il s'agit du commerce en ligne ou encore commerce électronique. Ce type de commerce émerge au Mali depuis des années. Dans le commerce électronique, c'est la combinaison de l'informatique et des télécommunications au service de l'entreprise et des cyberconsommateurs. Quelques éléments distinguent le commerce traditionnel à celui qui s'effectue en ligne. Comme aspect, il y a
le support informatique, le lieu du commerce qui est purement virtuel, la réalisation des transactions, c'est achat et vente par des liens informatiques, et le règlement par des transactions numériques. Et le dernier, c'est la livraison instantanée. La législation malienne ne fait pas mention de la taxation des produits vendus en ligne, selon notre spécialiste en fiscalité. Cependant, des divergences de vie existent quant à la fiscalisation de ce genre de commerce, même dans les pays émergents. La loi ne dit rien de spécifique concernant le commerce en ligne. Mais il faut étendre le sujet. Est-il opportun que la loi dise quelque chose sur le commerce en ligne? Le débat, il y a une doctrine qui pense qu'il n'est pas opportun de taxer le commerce en ligne, qu'il faut le laisser se développer. Les États-Unis elles-mêmes ont porté ce mouvement à un moment. Il y a ceux qui pensent le contraire, par souci d'équité, que le commerce en ligne doit être taxé au même titre que le commerce traditionnel. La vente en ligne ravit la vedette aujourd'hui dans notre pays. Grâce à ces liens, beaucoup tirent leur épingle du jeu. Je suis active sur les réseaux sociaux dans le commerce en ligne. Les activités marchent. Je vends divers produits. Il y a une différence entre la vente ambulante et celle effectuée sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes peuvent avoir accès directement aux produits en un temps record. Pour le moment, on ne paye pas de taxes à l'État. Pour le moment, la modernisation a ses réalités et impose souvent des choses qui vont dans l'intérêt du grand public. Le commerce en ligne est aujourd'hui en pleine expansion et c'est là pour le bonheur des clients. Le commerce traditionnel et le commerce en ligne cheminent ensemble et l'attirance envers ces deux reste une question de choix. À la publication des fausses informations, parfois injurieuses, voire haineuses sur les réseaux sociaux. Nous sommes de plein dans les fake news. Les auteurs de ces pratiques sont animés d'une seule intention, celle de s'aimer de la propagande et de la discorde entre les paisibles citoyens. Malheureusement, nombre de ces individus semblent ne pas mesurer la gravité de leurs actes. Samba Sanougou. Les fake news sont des informations fausses ou truquées relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias. Les fake news ont la fâcheuse tendance de ressembler trait pour trait à une information authentique. Les réseaux sociaux sont un vecteur de diffusion et de propagation de fausses informations. L'on doit prendre les précautions nécessaires pour se mettre à l'abri de ces mauvaises informations. Pour un journaliste, il faut toujours vérifier l'information. Ensuite, il faut tout faire pour ne pas faire la course au buzz. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour que les informations qui sont données soient des informations crédibles, des informations fiables, indépendantes et qui ne soient pas des informations tronquées. Le traitement de l'information doit obéir à certaines techniques. Des techniques que le journaliste doit maîtriser avant de diffuser certaines informations. Le journaliste a des principes. On a des principes directeurs qui nous guident, notamment la vérification de la véracité de l'information. En tant que journaliste, quelques infos que vous recevez, la première des choses qu'il faut faire pour se prévenir vraiment de ces informations dangereuses sur les réseaux sociaux, c'est de vérifier cette information. En faisant quoi? Il y a des outils de vérification d'information. Tu te poses la question sur la source, qui est la personne, sur le site, est-ce que c'est un site crédible, ainsi de suite. Sinon, on risque vraiment de tomber dans la propagation des fausses informations ou des mauvaises informations qui peuvent nuire à l'existence même du pays. Les faits-chers des médias mettent tout en œuvre en prenant des dispositions pour limiter les dérives. Depuis notre arrivée à la tête de l'URTED, bien avant d'ailleurs,
nous nous sommes vraiment donné une vision, celle de renforcer nos radios et télévisions membres. En faisant quoi? Avec l'avènement des nouvelles technologies, avec l'avènement des nouveaux acteurs, des nouveaux équipements et de nouveaux canaux de diffusion. Donc nous nous sommes dit qu'il faut vraiment qu'on est en phase avec l'évolution du temps. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc il faut renforcer les gens, non seulement dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en respectant tous les principes déontologiques. Les fake news sont généralement source de problèmes dans notre pays, car étant des inventions de toutes pièces. C'est pourquoi nos différents interlocuteurs demandent aux journalistes de respecter les règles de l'éthique et de la déontologie. Sur un tout autre sujet, quand le mariage devient le ticket direct pour le cimetière, c'est ainsi que se terminent malheureusement certaines unions. Presque chaque semaine, on découvre des cas de violence conjugale sur les réseaux sociaux, des actes qui vont jusqu'à la mort de la conjointe dans la plupart des cas. Dans quelle mesure l'endurance est-elle permise? Et le mot de réponse dans ce grand format, une réalisation de Aïssata Traoré. L'amour n'est pas un sacrifice, c'est un bonheur qui illumine la vie. Cependant, ce n'est pas le cas de toutes les femmes, car oui, de plus en plus, les violences conjugales prennent le dessus au détriment du bonheur du mariage, en témoignent ces images qui enflamment les réseaux sociaux. Se prononçant sur les causes, les avis des citoyens divergent. Dans le mariage, chacun doit essayer de comprendre l'autre. Il est aussi recommandé à la femme d'être soumise et de respecter son mari. Dès le jour du mariage, ton mari devient ton essentiel. Les femmes doivent être soumises car actuellement, c'est les femmes qui arrivent à maintenir le mariage. Pourtant, les responsabilités sont partagées dans notre société car sans s'en rendre compte, chacun d'une manière ou d'une autre contribue à favoriser les pesanteurs sociales. Le mariage n'est pas un fait individuel. Alors, compte tenu de ces facteurs de collectivité liés au mariage, on se rend compte que lorsqu'il y a des problèmes, vous allez voir qu'il y a plusieurs acteurs qui vont intervenir pour essayer maintenant d'assouplir la situation, même chercher des moyens d'atténuation du conflit. Mais qu'à un moment donné, ça va déborder parce que le suivi ne sera pas continuel. Alors cela peut engendrer vraiment des cas de violence très graves. Face à la problématique, nombre de citoyens se tournent vers nos croyances. Et pourtant, dans les religions révélées, le mariage est sacré et mérite le bonheur et non la violence. Dans le Saint-Coran, si vous regardez, la 4e sourate, c'est une sourate qui est dédiée à la femme. Allah subhanahu wa ta'ala parle de la cohabitation entre l'homme et la femme. Allah dit, il demande aux hommes de cohabiter dans le bonheur, dans l'amour, dans la considération mutuelle avec la femme. Même pour l'insulte, c'est-à-dire s'il y a des injures grossières qui atteignent vraiment à la dignité de la femme peut demander le divorce. C'est vrai que l'islam, nos sociétés n'encouragent pas le divorce. Et l'islam donne beaucoup de procédures pour que le divorce ne soit pas consommé. Et même dans nos tribunaux, je pense que c'est la même procédure. Mais si la femme trouve que sa dignité vraiment est atteinte par son époux, c'est là qui était censé vraiment la protéger, elle peut demander le divorce. Elle peut demander le divorce quand la violence aussi est morale ou physique. Quand ces moments de désaccord arrivent au sein du couple, il faut toujours privilégier le pardon. Et une fois, Saint Pierre a demandé à Jésus-Christ combien de fois faut-il pardonner à son frère. Est-ce 7 fois? Et Jésus a dit non, je ne vous dis pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. Donc au sein du couple, il faut aussi privilégier le dialogue et le pardon. Qu'il s'agisse de la tradition ou encore des religions monothéistes, les violences conjugales sont anachroniques. C'est pourquoi il faut des garde-fous pour protéger les victimes. S'il y a des violences, il faut prendre en compte les témoins.
du mariage. Le prêtre qui a célébré le mariage, il faut aussi demander son concours pour la médiation. En langage ordinaire, on va parler du conseiller matrimonial. Quand même, l'islam donne des procédures. La femme, par exemple, elle peut informer ses tuteurs, ses parents. Et peut-être on peut parler avec l'homme. En fait, si les deux veulent rester ensemble, ils vont trouver vraiment un compromis. Que de plus en plus le mariage se fera, mais on ne doit pas fermer les yeux pour donner sa fille en mariage dans n'importe quelle autre famille. On doit vraiment se situer par rapport vraiment au choix de la famille. Le choix de la famille est très important. Pas seulement le choix du conjoint, mais le choix de la famille. Parce que tout individu qui n'est pas issu d'une famille digne, en réalité aura toujours des comportements indignes. La violence, quelle que soit la forme, produit des effets collatéraux. Une convergence de vues s'avère donc nécessaire pour inverser la tendance. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.